Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Vous êtes plus de 4600 à avoir regardé ma dernière vidéo. Merci beaucoup. Donc cette vidéo portait sur ce que j'appelle le nouveau catéchisme. Alors par nouveau catéchisme, je désigne l'invasion des drag queens dans les bibliothèques, les salles de classe, au relais de la flamme olympique, etc. Donc la figure de la drag queen guidant le peuple. Mais je désigne aussi l'omniprésence des militants non-binaires, notamment depuis la victoire de Nemo à l'Eurovision, pour nous expliquer qu'il faut changer le droit, hein, pour y introduire le subjectivisme. Et puis, je peux aussi désigner par là l'injonction généralisée à faire la fête, à s'éclater, et bientôt à regarder une compétition de football, puisqu'un de mes gamins m'a dit qu'il y avait bientôt 1 euro. Alors tout ça, ça a donné lieu à des réactions extrêmement positives, non seulement sur YouTube, mais aussi sur mes réseaux sociaux personnels. Déjà, merci beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur parce que, pour rien vous cacher, une semaine avant la précédente vidéo, ben, moi j'hésitais à tout abandonner, puis me dire, bon, voilà, je vais vivre uniquement des mandats qui me font gagner un salaire. Ben voilà, vous m'avez remotivé, donc merci beaucoup. Mais pour autant, dans ces commentaires généralement élogieux, eh bien, il y a des choses qui m'ont dérangé. On va les classer en fait en deux grandes catégories, ces choses. La première, c'est tout ce qui concerne les attaques contre les personnes en elles-mêmes. C'est ces phrases du genre la phrase de ces gens est dans la phrase, la place de ces gens est dans les hôpitaux psy, pas à l'Eurovision, à propos d'un Nemo par exemple, ou pas dans le relais de la flamme olympique concernant les drag queens. Donc en gros, la psychiatrisation, la psychologisation de l'adversaire, et puis aussi des attaques plus générales contre les gauchistes, enfin ce genre de choses qui moi m'ont jamais intéressé, simplement parce que bah voilà, des gauchistes, bah, voilà, j'en ai dans mes amis, j'en ai dans ma famille, et puis ça n'a jamais été mon propos de les attaquer. Moi je veux exprimer une autre vision, mais je vois pas l'intérêt qu'il y a à agresser les gens. On va développer ça après. L'autre chose qui m'agace, c'est ce que j'appelle le catastrophisme grandiloquent. Par là, je désigne ces grandes phrases du genre si là on vit pas la fin des temps, faut que Jésus revienne, etc. C'est l'effondrement final, vivement une bonne guerre, enfin tout ce genre de choses que je trouve en fait, bon bah voilà, comme je le dis, est déjà grandiloquente, mais aussi enfin tout bêtement stupide, quoi. Donc on va aussi développer ça par après. Alors vous l'avez compris, dans cette vidéo, le but c'est de voir pourquoi ces réactions sont contre-productives et quelles sont les attitudes que je préfère opposer aux choses que je dénonce. Alors des attitudes que je veux mettre en avant non seulement par nature, mais parce qu'effectivement j'aime pas blesser les gens, puis je trouve qu'il n'y a pas de faiblesse à être, ma foi, plutôt un gentil, mais aussi pour des raisons d'efficacité et de morale. C'est ce qu'on va voir après l'instant autopromo que je déteste, mais que je vais faire quand même. Et d'abord, je veux remercier toutes les personnes qui ont pris un abonnement à mon journal Le Peuple. Le lien se trouve comme toujours dans la description de cette vidéo, et ça vous permettra par exemple d'aller découvrir l'Observatoire du Progrès que j'ai mis en ligne lundi. Donc c'est l'Observatoire de ce mois, mai 2024. Bon, voilà, en fait, bon, je vais vous parler vraiment pour partager un peu avec vous ma réalité d'entrepreneur. Ce qu'il faut voir, c'est que l'impression et l'envoi d'un journal chaque mois, ça coûte environ 1000 à 1200 francs avec le bassin de lecteurs que j'ai. Et sur un mois comme celui-ci, alors j'ai reçu un certain nombre de dons, d'ailleurs je vais remercier individuellement les personnes ces prochains jours, mais j'ai fait 12 abonnements. Donc 12 abonnements égale plus ou moins le tarif d'impression et d'envoi de mon journal. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est le 23 mai, et il reste donc 8 jours pour que je gagne un salaire, en fait, avec tout le travail que j'ai fait sur ce journal depuis le début du mois. Donc voilà, ça c'est un peu la réalité d'un petit entrepreneur des médias. Et puis bon bah voilà, comme ça vous pouvez vous faire un peu une idée de ma réalité. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, vous pouvez comme toujours soutenir, je le refais avec la voix, non je le fais sans la voix débile, mais vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un don Tipeee, c'est comme toujours également dans la description de cette vidéo. Et maintenant, fini l'autopromo, je vous dis, chaque semaine, je déteste ça, j'ai l'impression de faire ça en pouvant pas respirer tellement, enfin bon, voilà. Mais enfin bon, il faut bien vivre, c'est ainsi. Maintenant que c'est fait, j'aimerais déjà commencer par définir ce terme de réac que j'ai utilisé dans la vignette de cette vidéo. Alors, c'est un terme que j'utilise un peu par provoque, évidemment, hein, parce qu'on se refait pas, mais aussi pour citer Nicolas Gomez Davila, cet auteur colombien dont je vous ai lu quelques phrases dans la dernière vidéo. D'ailleurs, j'ai cherché le bouquin.
Voilà, alors qu'est-ce qu'un réac chez Nicolas Gomez Davila? Eh bien, on a quelques phrases qui sont très belles, qui sont juste avant celles que je lisais la semaine dernière. Gomez Davila écrit: Si le progressiste se tourne vers l'avenir et le conservateur vers le passé, le réactionnaire ne cherche ni dans l'histoire d'hier ni dans l'histoire de demain le paradigme de ses aspirations. Le réactionnaire n'acclame pas ce que doit apporter la prochaine aube, ni ne s'accroche aux ombres ultimes de la nuit. Sa demeure s'élève dans cet espace lumineux où les essences l'interpellent par leur présence immortelle. C'est de la gueule quand même, hein, enfin bon, voilà. C'est autre chose que du Thaïs d'Escuffon, quoi, si vous voulez. Bon, pourquoi c'est important de citer ce passage? Parce que souvent, quand on pense conservateur ou réac, enfin, etc., c'est des étiquettes qui, moi, me dérangent pas, hein, dans l'absolu, mais enfin, en général, on va penser à des figures que moi, je n'aime pas beaucoup et qui sont constamment dans le jugement, qui veulent constamment dire aux autres comment ils devraient vivre et qui devraient coucher, ce qu'ils devraient faire dans leur chambre à coucher, etc., etc. Enfin, en gros, des gens qui ont un immense complexe de supériorité que je crois assez peu avoir. Alors autant vous dire d'ailleurs que Davila c'est pas exactement ça non plus, puisque lui son modèle c'est pas Freud, c'est pas enfin c'est pas psychologiser l'adversaire, c'est pas non plus les régimes du siècle dernier. Lui son modèle c'est Thucydide. Et en fait, la disposition d'esprit, et qui est la sienne et qui est aussi un peu la mienne, c'est pas, comme on l'a vu, le fétichisme du progrès. Bon, moi, ça, je crois que j'étais assez peu suspect de verser là-dedans, mais ni l'idéalisation, je dirais, du passé, comme on l'a vu. Chez moi, c'est sûr qu'il y a de la nostalgie. Il y en a même beaucoup, mais elle n'est pas tournée vers, je sais pas, des régimes autoritaires du siècle dernier que j'aurais combattu comme je combats le pouvoir d'aujourd'hui, très certainement. Mais ce sentiment de nostalgie est tourné vers quelque chose de beaucoup plus haut qu'une sorte de paradis perdu, un sentiment, comme dit Chesterton, d'être un roi en exil, d'être, en fait, tout bêtement, en pèlerinage sur cette terre en attente du monde suivant. Voilà, ça c'est la partie un peu lyrique, mais pourquoi je vous dis tout ça? Simplement pour vous rappeler qu'il n'y a pas de mal à être tout bêtement gentil. Ce que je veux dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous portons tous une croix, alors n'agressons pas les gens. Même si on est persuadé d'avoir raison, ce qui me semble d'ailleurs une disposition d'esprit qui n'est pas vraiment très très saine, eh bien voilà, montrons un peu de hauteur, n'attaquons pas les gens. Alors moi c'est sûr, j'attaque le catéchisme de l'époque, j'attaque l'hypocrisie des figures médiatiques omniprésentes dans les médias pour y jouer la carte de la discrimination, de la victime, etc. Mais les gens, pour eux-mêmes, pour leur choix privé, pour la manière dont ils s'habillent, pour leur orientation sexuelle, pour tout ce que vous voulez, leur religion, etc. Je ne fais pas ça, je ne le ferai jamais, je déteste ça. Tout ça m'amène à la première question. Pourquoi je refuse d'affronter frontalement les personnes? Alors, je l'ai dit, hein, il y a des raisons personnelles, mais il y a une autre qui est idéologique, c'est simplement que je suis chrétien. Et en fait, c'est un aspect que je comprends mal dans mon camp et par rapport auquel je voulais mettre en garde avec cette vidéo. C'est cette façon de se réclamer de plein de valeurs et d'attitudes un peu chevaleresques, l'élégance, la noblesse, la hauteur de vue, le respect de l'adversaire, etc. Et de s'en départir dès lors que l'on fait face justement à cet adversaire ou qu'on parle de lui. Moi j'ai un modèle intellectuel, disons, c'est Chesterton, mais je ne sais pas si j'ai pas une photo de Chesterton derrière moi. Oui, j'ai une photo d'époque de Chesterton derrière moi. Voilà, vous voyez qu'il y a plein de cartons derrière moi, c'est parce qu'on est en train de déménager. Voilà, Chesterton, une photo d'époque extraordinaire. Alors il n'était pas particulièrement bel homme, mais il avait une belle attitude. Chesterton, son truc, c'était de se bagarrer toute la journée avec des adversaires dans des journaux, mais d'aller boire des bières avec eux le soir. C'est-à-dire que le combat intellectuel, l'opposition farouche, on peut penser à des figures comme Bernard Shaw, donc des gens qui étaient végétariens, qui buvaient que de l'eau plate, etc., ne l'empêchait pas, lui qui était un grand défenseur de la joie, de l'émerveillement, etc., d'aller boire des bières avec ces personnes le soir et de continuer à refaire le monde à tel point que parfois il avait de la peine à rentrer chez lui vu qu'il était trop bourré pour prendre le train et sachant qu'il devait faire je pense 150 kilos voilà ça devait il devait avoir une bonne descente pour pas réussir à prendre le train enfin bon moi c'est pas mon truc je suis sportif mais ce que j'aime dans cet exemple c'est cette idée de combattre et d'aimer c'est-à-dire combattre les idées, s'envoyer des éditos, rentre dedans, etc. Et se retrouver entre amis le soir parce qu'on a un idéal commun qui est l'idéal, qui est l'art, je dirais, de la controverse
argumenté. Je pense que retrouver ça est une chose qui ferait énormément de bien à notre camp politique. Et d'ailleurs, cette attitude m'amène donc au deuxième point que je dénonce, à savoir le catastrophisme. C'est cette posture un peu drama queen qui consiste à nous annoncer l'apocalypse à la moindre campagne de pub débile, par exemple. Je vais prendre l'exemple d'un visuel de la ville de Genève, enfin de Genève, ville pour Tuxt. Voilà. Donc ce visuel, il figure dans mon observatoire du progrès du mois dernier. Et il nous explique qu'effectivement les personnes LGBTQIA+ souffrent plus du réchauffement climatique que les autres. Alors bon, je me suis quand même un tout petit peu renseigné, il fallait suivre pas mal de liens, c'est un peu pénible d'ailleurs, mais enfin en gros l'explication c'est qu'on va plus ou moins tous devenir SDF, où il y a de plus en plus de personnes qui vont perdre leur boulot, enfin en gros le réchauffement climatique va créer la misère, qui crée la misère envoie les gens dans les structures d'accueil, or les structures d'accueil sont très hétéronormées, et donc les personnes LGBTQIA+, par une suite, enfin c'est un peu des dominos, voilà, à la fin effectivement vont se retrouver victimes du réchauffement climatique, c'est ça l'explication. Bon, est-ce que c'est grotesque? Est-ce que c'est caricatural? Est-ce que c'est catastrophiste, justement? Ben oui, évidemment, évidemment, évidemment. Mais pour autant, un visuel stupide comme celui-ci, il annonce pas les sept plaies d'Égypte, quoi, je veux dire. Alors mon pari, c'est simplement d'en rire, c'est de tourner en ridicule, hein, là, cette posture de donneur de leçons, de leur catastrophisme, hein, dans le cas présent, mais aussi en restant un petit peu léger. Moi, je trouve justement qu'on a face à nous beaucoup de lourdeur. Je trouve que, comme disait Céline, d'ailleurs, le monde est devenu très très lourd, hein. Et je pense pas qu'on le combat avec la même posture. Je pense qu'on, bah voilà, en étant un petit peu solaire, en étant un minimum joyeux, eh bien on va plus loin, puis en étant tout simplement gentil, parce qu'on n'a pas besoin d'agresser les gens. Est-ce que c'est juste de la morale ce que je fais? Ben non, c'est aussi du réalisme. Depuis 60 ans, tous ceux qui prétendaient remoraliser la société à chaque développement de l'idéologie festiviste, eh bien ils se sont plantés des premiers combats contre la pilule, à bientôt, parce qu'on va pas y échapper, l'introduction de la non-binarité, hein, dans le droit, eh bien, voilà, l'échec est la seule constante du camp conservateur. Alors moi, ma vision, c'est que ça ne sert à rien de dénoncer un monde qui s'effondre, enfin de se limiter à ça en tout cas. Ce qu'il faut faire, c'est cultiver ce que l'on aime, c'est transmettre non seulement des répulsions, mais également le sens de la beauté, de la hauteur, de tout ce qui élève l'âme. Par exemple, moi-même, j'aime emmener mes gamins dans des musées d'art ou dans des églises quand il n'y a pas un boomer à guitare qui chante des trucs insignifiants. Être rebelle, pour moi, aujourd'hui, c'est pas se complaire dans la démolition constante ou dans cette mauvaise humeur un peu rance qui est vraiment tout ce que je combats, mais c'est construire, construire, rire, et puis aimer aussi les gens qui ne pensent pas comme nous. Alors en conclusion, j'aimerais rappeler une chose que je dis de temps en temps, à savoir que quand j'étais jeune, j'ai mon micro qui est en train de tomber, que quand j'étais jeune, j'avais un pied dans la culture hip-hop via le basket, qui a été la grande passion de ma vie, mais également un pied dans le punk. J'aimais l'énergie du punk, j'aimais sa contestation et j'aimais sa contestation de tous les pouvoirs. Et bien aujourd'hui encore, de nombreuses valeurs du punk m'animent, non seulement dans cette idée de faire quelque chose, de proposer quelque chose d'alternatif, même quand on n'a pas des moyens délirants, mais aussi sur le plan philosophique à travers cette contestation du pouvoir qui est, contrairement à ce qu'on croit, ce que je fais, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, hein, ce que je fais avec mon journal. Ce que je veux dire, c'est que le véritable sujet, le seul sujet de fond qui se cache derrière tout ce que je fais et tout ce que j'écris, eh bien c'est ça, c'est le spectacle de la contestation qu'une société donne d'elle-même. Alors je parle de spectacle au sens de Guy Debord, c'est-à-dire d'une sorte d'écran entre la réalité telle qu'elle était directement vécue, donc on était encore dans des temps historiques, c'est-à-dire grosso modo jusque dans les années 60, et ce monde fantasmagorique pour lequel on est tenu de s'extasier. C'est ce monde où une nouvelle catégorie sortie d'un chapeau veut combler un nouveau manque juridique, hein. Il y a cette idéologie du manque juridique, il y a toujours un manque juridique, il y a toujours un vide juridique à combler, etc. Bon, voilà, c'est des choses que moi je trouve souvent pathétiques et que je dénonce. Enfin, tout ça pour moi c'est le bain de l'époque, c'est-à-dire d'un côté l'obligation de faire la fête et de l'autre vraiment imposer un pays des merveilles
où tout, absolument tout, fait l'objet de lois d'exception, et c'est une chose que je déteste. Mais passé ça, bah évidemment, moi je me fous qu'un homme mette une jupe, se sente yel ou fasse une diète à base de tofu. Ça n'a jamais été mon sujet de dénoncer les choix privés. Et d'ailleurs, si des véganes veulent venir manger chez moi, bah, qu'ils soient assurés que je leur préparerai un excellent tofu Général Tao avec une petite sauce là, avec du sirop d'érable, qui fait bien l'affaire. C'est la métamorphose du pouvoir après la mort du religieux en tant que principe structurant la société qui m'intéresse, pas les choix individuels des uns et des autres. Et dans cette conclusion, vous avez vu, j'ai cité Guy Debord, situationniste, figure mai 68, enfin, etc. Je le cite parce que son héritage était clairement marxiste, et tous ceux qui se boucheraient les oreilles à la seule évocation de ce seul mot hein, de marxisme, eh bien passeraient à côté d'un auteur qui est pourtant très important pour comprendre l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui et avec laquelle on peut admettre que j'ai un léger contentieux. Voilà, comme quoi ça sert, comme quoi ça vaut la peine d'avoir un minimum d'ouverture d'esprit et d'être capable de penser bien au-delà des catégories qu'on nous impose. Voilà, je vous remercie, chers amis, chers camarades, d'avoir suivi cette vidéo. J'ai eu de la peine à la tourner, j'étais pas très en forme aujourd'hui. Je suis un peu, bon, voilà, je dois être un peu crevé. Mais enfin, merci beaucoup, merci de votre fidélité. Et puis, on envoie le journal à l'impression lundi, donc vous avez encore 3 jours pour vous abonner et pour lire ce qu'on y fait. Il y a plein de bonnes choses dans ce journal, et notamment un portrait incroyable, l'histoire de l'âme de Oscar Wilde. Alors Oscar Wilde, vous le connaissez, hein, dandy, décadent, etc., mais qui a fini sa vie en chrétien. C'est un très bel article, très fouillé, d'un de mes auteurs que je salue au passage. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous dis à la prochaine. Ciao.